En 2015, cet incident a eu lieu à Glasgow, en Écosse. Karen Buckley, 24 ans, est sortie avec ses copains dans une discothèque le 11 avril 2015 et elle n'est jamais rentrée à la maison. Karen Buckley est née en 1991 de John et Marion Buckley dans la ville irlandaise de Cork. Des 4 enfants de sa famille, elle était la seule fille et la plus jeune. Karen était caractérisée comme une personne gentille et désireuse de servir les gens lorsqu'elle a obtenu son diplôme de l'école secondaire Saint-Maries à Mallow. Sa profession était avant tout déterminée par son désir d'aider les autres. Karen s'est inscrite à l'université de Limerick pour étudier les soins infirmiers après avoir terminé ses études secondaires. Sa passion pour l'ergothérapie l'a amenée à Glasgow, en Écosse, où elle s'est inscrite à l'université Caledonian pour poursuivre une maîtrise. En janvier 2015, Karen s'est rendue à Glasgow et a partagé un appartement avec 3 autres nouvelles étudiantes. Le 11 avril 2015, elle et ses colocataires ont visité une discothèque à environ 2 km de leur appartement. Ils se sont bien amusés en arrivant vers 23h45. Karen a informé ses compagnons vers 1h du matin qu'elle allait aux toilettes et qu'elle reviendrait bientôt. Laissant sa veste sur la table où était assise la compagnie, elle attrapa son sac à main et sortit. Ses copains continuaient de s'amuser sans elle. Ils ont finalement réalisé que Karen aurait dû revenir d'ici là, mais elle était partie depuis longtemps. Karen n'a pas pu être localisée dans le club lorsque ses amis sont partis à sa recherche. Essayer de la joindre au téléphone n'a pas fonctionné non plus. Les personnes avec lesquelles Karen est arrivée ont émis l'hypothèse qu'elle aurait pu rentrer chez elle, mais il était étrange qu'elle ait laissé sa veste derrière elle et n'en ait informé personne. Les amis ont appris que leur présomption était fausse en rentrant chez eux. Karen n'était pas non plus présente. À ce moment-là, la seule chose à laquelle les amis de Karen pouvaient penser était de rencontrer quelqu'un au club et de le ramener à la maison avec elle. Les filles se retirèrent dans leur lit avec cette idée. Lorsque les voisins de Karen se sont réveillés vers midi, ils ont été choqués de constater qu'elle n'était pas rentrée chez elle. Lorsque j'ai essayé de l'appeler de nouveau, il n'y a pas eu de réponse. Karen n'a même vérifié aucun de ses comptes de réseaux sociaux, et n'a pas non plus répondu aux messages qui étaient envoyés. Bien qu'elle ne la connaisse que depuis quelques mois, les connaissances de Karen ont réalisé que ce comportement n'était pas typique d'elle. Au lieu d'inventer une nouvelle histoire pour se réconforter, ils se sont rendus à la police et ont signalé sa disparition, racontant également à la famille Buckley ce qui s'était passé. La police écossaise mérite d'être félicitée pour sa recherche rapide de Karen. La télévision et la presse ont fait état de sa disparition. Les parents de Karen ont exhorté toute personne connaissant l'emplacement de leur fille à contacter les autorités. Entre-temps, les détectives disposaient d'une vidéo du club où Karen avait été vue pour la dernière fois. Les flics les ont examinés et ont découvert qu'elle avait communiqué avec un individu non identifié. L'identité de cet homme a été déterminée 36 heures après sa disparition, le 13 avril, et il a été interpellé. Le jeune homme s'appelait Alexander Pacto et avait 21 ans. Il a reconnu qu'il avait bel et bien rencontré Karen ce soir-là et qu'il était retourné à son appartement de Dorchester Avenue, situé à environ 3 km du club. Il a également confié qu'il avait partagé des moments intimes. Karen a pris la décision de rentrer chez elle à 4 heures du matin, même s'il avait proposé de rester jusqu'au matin. Alexander a déclaré que Karen s'était cogné la tête contre le coin du lit pendant leurs moments intimes, lui laissant une coupure à la tête et des éraflures sur les draps. La police a réagi à cette information de diverses manières. Pacto semble désirer la franchise d'une part. Cependant, il semblait éviter la situation et tenter de clarifier ce que les autorités pourraient découvrir en perquisitionnant son appartement. Le 13 avril, le même jour, un type a appelé la police pour signaler avoir trouvé le portefeuille d'une femme. Après quelques recherches, on a découvert qu'il avait découvert le sac à main de Karen dans le parc à côté de la maison d'Alexander Pacto. Il contenait ses papiers et son téléphone. Cette découverte a ajouté du crédit au récit de Pacto sur ce qui s'est passé. Karen aurait pu vivre n'importe quoi après avoir quitté son appartement. Entre-temps, la chasse agressive à Karen s'est poursuivie. De nombreux parcs, forêts, cours d'eau et bâtiments abandonnés ont été fouillés par des centaines de policiers pour tenter de découvrir toute information susceptible de faciliter l'enquête. La police considérait à ce stade Alexandre Pacto comme le seul suspect. La dernière personne à avoir vu Karen, c'était lui. L'identité de leur suspect est restée secrète et aucune information le concernant n'a été partagée avec le public. Cependant,
Les journalistes l'ont appris lorsque la police a enquêté sur sa résidence et le quartier 2 jours après la disparition de Karen. Le nom d'Alexandre Pacto n'est pas resté secret puisque des journalistes d'un des journaux se sont entretenus avec d'autres occupants de l'immeuble. Nous y reviendrons plus tard, mais il est crucial de le noter maintenant. Ainsi, un mandat de perquisition pour l'appartement de Pacto a été obtenu par la police. Ils sont arrivés et ont été immédiatement frappés par la puanteur irrésistible de l'eau de Javel. Ils ont également constaté que le matelas de son lit était trop petit pour le lit. Des échantillons des petites taches rouges foncées découvertes dans la salle de bain et sur le lit ont été envoyés pour analyse. L'unité comprenait également une quantité importante de produits de nettoyage et une boîte à outils. Un chien policier entraîné à la fouille corporelle a fait un geste près du véhicule de Pacto. Les détectives ont découvert qu'Alexander Pacto avait amené son automobile à un lave-auto la veille, mais la qualité du traitement semblait médiocre alors qu'il attendait un mandat de perquisition pour le véhicule. Les mêmes petites taches rouges foncées ont été découvertes à l'intérieur de la porte passager lors de la fouille, et des échantillons ont été envoyés au laboratoire. Les soupçons selon lesquels Karen était morte augmentaient à chaque nouvelle découverte, mais les recherches pour la retrouver se poursuivaient. Comme indiqué précédemment, les journalistes ont réussi à identifier le coupable et le lendemain, l'un des journaux a publié une photo d'Alexandre Pacto sur sa page principale. Il est remarquable que le processus d'enquête ait bénéficié de cette action de presse. Après avoir remarqué la photo de Pacto dans le journal, un type a donné à la police des détails intrigants. Il a affirmé avoir travaillé avec Alexander dans le passé, et savoir qu'il louait un entrepôt situé dans une ferme à l'extérieur de Glasgow. L'appartement de Pacto se trouve à environ 9 km de l'adresse de cette propriété. Chaque piste était précieuse et les données recueillies ont été examinées. Le propriétaire de la ferme a reconnu que Pacto lui versait 10 livres sterling par semaine pour l'espace de stockage. L'emplacement et la zone de stockage sont ici. À l'intérieur, il découvre le corps de Karen, dissous dans de la soude caustique, dans un fût de 200 litres. Une matière alcaline très réactive qui dissout les molécules organiques et la soude caustique. De plus, ils ont découvert des morceaux d'un matelas que Pacto avait tenté de brûler dans un feu de joie. Il a été placé en garde à vue en tant que suspect dans l'affaire Karen Buckley le même jour, le 15 avril. Reconnaissant qu'il existait de nombreuses preuves contre lui, Pacto a admis avoir tué Karen. Il a néanmoins affirmé avoir agi en état de légitime défense. Une chronologie estimée des jours où Pacto a tué Karen et tenté de cacher ses traces a été établie sur la base des preuves découvertes par la police et de la déclaration du suspect. Karen a donc quitté le club dans la soirée du 11 au 12 avril, vers 1h du matin. La raison pour laquelle elle l'a fait restait encore un mystère. Selon ses amis, Karen a indiqué qu'elle irait aux toilettes et reviendrait, mais il n'y a jamais eu de querelle entre eux. On ne sait toujours pas pourquoi elle a laissé sa veste derrière elle, même si nous supposons qu'elle est partie chez elle pour une raison quelconque. 1900 heures de vidéos de surveillance ont été étudiées par les policiers chargés de l'enquête. Après avoir quitté le club, Karen et Pacto ont été vus se croiser dans l'une des vidéos. Après un bref échange de paroles, ils se dirigèrent vers l'endroit où était garé son véhicule. Il a peut-être promis d'emmener Karen à son appartement, mais une fois dans la voiture, il l'aurait attaquée. Karen est décédée dans la voiture de Pacto, après qu'il ait frappé 14 fois à la tête avec une grosse clé. Les enquêteurs ont découvert des gouttelettes séchées du sang de Karen dans les taches pourpres foncées qu'ils ont découvertes à l'intérieur du véhicule. Un peu comme les taches sur le lit de Pacto et dans la salle de bain. Il s'est débarrassé de la femelle et a commencé à réfléchir à la marche à suivre. Il s'est d'abord débarrassé du portefeuille de Karen, qui a ensuite été découvert et remis aux autorités. Il est rentré à la maison à 2h du matin. Les enquêteurs ont été très étonnés de ce qu'il a fait ensuite. De l'automobile, il a emmené le corps jusqu'à son appartement. Il a commencé à rechercher des informations sur la soude caustique sur Internet vers 8h du matin en utilisant son téléphone. Il s'est ensuite rendu dans une zone commerciale, où il a acheté des gants, un respirateur et 6 litres de soude caustique à 9h42. 6 litres ne lui semblaient pas suffisants. Alors il s'est arrêté dans un autre magasin sur le chemin du retour pour acheter davantage de soude caustique. De retour à son appartement, il a essayé de se débarrasser du corps de Karen en le mettant dans la baignoire. Pacto n'était pas un reclus. Le voisin qui habitait à côté devait rentrer chez lui à 8h. Après avoir retiré le cadavre de la baignoire et l'avoir recouvert d'une couverture,
Il a caché dans sa chambre après avoir réalisé qu'il n'aurait pas assez de temps pour réaliser son plan. Il a jeté une clé dans la rivière Clyde le lendemain, le 13 avril, et des plongeurs l'ont découverte là-bas. Après cela, il s'est rendu dans une zone commerciale située à environ 2,5 km de chez lui et a demandé l'aide d'un consultant. Il voulait savoir s'il existait une solution pour éliminer les taches de sang sur les matelas. Il a également acheté 2 cadenas. Il a apporté les vêtements, la literie et le matelas de Karen dans une ferme le même jour, où il les a tous incendiés. Il a acheté un tonneau pour y stocker le corps plus tard sur le chemin du retour. Il a amené le tonneau dans un entrepôt loué vers 2 heures de l'après-midi, l'a rempli avec le reste de soude caustique, a sécurisé l'entrée avec les 2 cadenas qu'il avait achetés et est parti. À 6 heures du soir, la police est venue chez lui et l'a emmené pour l'interroger. Vous êtes au courant de ce qui s'est passé ensuite. Pacto a reconnu sa culpabilité, mais il n'a pas expliqué pourquoi. Il a déclaré qu'après une altercation dans la voiture, il avait tué Karen par légitime défense. Cependant, ce récit n'a pas tenu le coup auprès des enquêteurs, car il semblait être une tentative de défendre son comportement. La police pensait que Pacto essayait de dissimuler un autre crime en assassinant Karen puis en se débarrassant de son corps. Cependant, les spécialistes n'ont pas pu déterminer si Karen avait été victime d'une agression avant sa mort en raison de l'ampleur de sa décomposition. Alexander Pacto a été reconnu coupable en septembre 2015 et condamné à perpétuité avec possibilité de libération après 23 ans. Il a exprimé ses regrets et s'est excusé auprès de la famille Buckley par l'intermédiaire de son avocat. Pacto a admis à son avocat de la défense que le soir de l'événement, il était trop ivre pour se rappeler pourquoi il avait tué Karen. Il est important de se rappeler qu'il aurait été admissible à une libération conditionnelle après 25 ans au lieu de 23 ans s'il n'avait pas plaidé coupable. Afin de vous assurer de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification si vous avez aimé visionner nos vidéos. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions.